cette conversation consacrée à Ebola, dont le prétexte nous est opportunément fourni par la publication toute récente d'un livre, La politique de la peur, MSF et l'épidémie d'Ebola, coédité par Mary Hoffman qui est ici en tant que spectateur, et qui nous offre la possibilité de revenir sur l'expérience de MSF face à Ebola, en particulier celle de MSF Belgique. Et c'est pourquoi nous avons invité à cette table Bertrand Braguez, qui est président de MSF Belgique, qui a été pendant plusieurs années directeur médical du centre opérationnel de Bruxelles, et à ce titre donc a suivi évidemment l'épidémie. Je vais rapidement vous brosser un peu l'organisation de la soirée, puis je laisserai ensuite la parole à Michel Diaz, qui a accepté la charge de l'animation de cette soirée, la responsabilité de présenter les deux autres invités. Donc on aura un tour d'intervention de chacun de nos intervenants, une dizaine à 15 minutes chacun, au terme duquel on animera sur un format de table ronde une conversation entre nos 4 panélistes, avant d'ouvrir donc la petite séance de questions-réponses à la salle. Voilà. Donc comme il est de tradition, les conférences du crash se terminant par un apéro, je vous invite tous à nous suivre au terme de cette discussion pour la prolonger dans la salle juste à côté. Voilà. Et puis j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui sont en streaming, qui regardent la conférence, de s'être joints à nous. Et puis je rajouterai juste un petit mot pour vous dire que la discussion n'est pas entièrement dénuée d'enjeux. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps qu'on discute de la réponse à l'épidémie d'Ebola à Paris. Le faire avec nos collègues belges n'est pas anodin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'intervention a été parsemée de controverses, de discussions, de polémiques, souvent internes, parfois publiques. Il est évidemment intéressant de revenir sur tout ça. En tout cas, je remercie beaucoup Bertrand de se prêter au jeu et à tous les autres d'être présents. Donc, je passe la parole à Michel, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté cette responsabilité. Et puis, je vous souhaite une bonne discussion. Merci à tous. Donc, je vais laisser peut-être Bertrand c'est tout près là, c'est ça? Non, c'est mieux. Donc moi je m'appelle Michel Diaz, je suis journaliste à RFI, Radio France Internationale, et je m'occupe des questions de santé depuis quelques décennies. Je vous dirai le chiffre exact. Voilà. Et donc Bertrand Braguez, Thierry Alafort, Olivier Bouchot, peut-être que je vous laisse vous présenter plus précisément chacun. Donc, je suis Bertrand, j'ai 44 ans, pardon. Je suis médecin généraliste de formation, je suis spécialisé en soins palliatifs, donc chose sur lequel on ne travaille pas assez, je trouve, au sein de notre organisation, mais ça c'est un autre débat, quoique il va pouvoir peut-être avoir quelques pointes de discussion par rapport à ça. Sinon j'ai été médecin de terrain, j'ai commencé en 1999 et j'ai pris le poste de directeur médical en novembre 2008 et j'ai été élu à la présidence de cette organisation en juin 2016. Voilà. Et je suis ici parmi vous. Ça fait 2 ans, en fait non, un peu plus qu'on s'est retrouvé ici dans cette salle-ci avec plein de journalistes, un peu plus que maintenant, mais quoi qu'il y a déjà quand même pas mal de caméras pour le rapatriement d'une de nos collègues infectée par ce virus. Donc voilà, je passe la parole à... Peut-être dans l'ordre, Thierry Alafort, si vous voulez bien. 2, ouais. Il faut brancher le micro. Donc on est obligé de dire notre âge. Ah oui. Je viens de fêter la semaine dernière mes 51 ans, donc pour les cadeaux, ce sera la sortie. Donc moi je vais parler, mais avec 2 casquettes ce soir, parce qu'à l'époque de l'épidémie d'Ebola, j'étais membre du conseil d'administration d'MSF France, mais j'étais surtout président de l'association Alima, et plus particulièrement j'ai fait 2 mois de coordinateur de terrain, où je suis allé démarrer les opérations
d'urgence d'urgence tardivement sur l'épidémie, j'y reviendrai plus tard, d'Alima en Guinée forestière à Nzérékoré. Sinon, j'ai un parcours dans l'humanitaire assez long. Je suis entré à MSF en 91, je suis non médical de formation. Je fais de la logistique, de l'administration, de la coordination d'opérations et de la coordination des opérations d'urgence pendant des années au siège d'MSF à Paris. Bien, je vais être le plus vieux de la bande, 58 ans. Donc, je m'appelle Olivier Bouchot, je suis ex-gastro-entérologue et infectiologue depuis très longtemps, mais dans le débat d'aujourd'hui, ma casquette de gastro-entérologue n'est peut-être pas totalement inutile. Donc je dirige un service de maladies infectieuses tropicales à l'hôpital Alcem à Bobigny depuis une quinzaine d'années. Et je suis par ailleurs enseignant de médecine, évidemment, à l'université Paris 13, à la faculté de médecine. Je suis proche de MSF affectivement et techniquement depuis très longtemps, mais bizarrement, je n'ai jamais fait de mission, en tout cas de mission prolongée pour MSF, j'en ai fait pour d'autres ONG, mais les hasards de la vie et quelques liens d'amitié m'ont toujours tenu assez proche de MSF. Pour ce qui est du sujet qui nous préoccupe là aujourd'hui, que les choses soient bien claires, et notamment par rapport à ce que je serai amené à dire tout à l'heure, je ne suis pas allé sur le terrain pour un certain nombre de raisons qui n'ont pas beaucoup d'intérêt d'être décrites aujourd'hui. Et donc j'ai une vision très extérieure par rapport au terrain, très intérieure par rapport à ce qu'on nous a infligé ici en France, même si ça n'aura pas beaucoup d'intérêt de revenir dessus. Mais c'est quand même un petit peu lié parce que, puisque le fil rouge de cette soirée c'est la peur, nos dirigeants nous ont amenés à faire des choses complètement délirantes et complètement débiles. Je ne sais pas si l'écho qu'on entend est normal, si je suis trop près, trop loin, il faut que je me rapproche parce que tout à l'heure on m'a dit de ne pas sucer l'esquimau. Et donc, mais il faut un petit peu quand même. Donc voilà, un petit peu de saveur. Ouais. Voilà, ben, je pense que j'en ai assez dit sur la présentation. Dans l'ordre des choses, donc on va commencer avec Bertrand Draguet et peut-être revenir sur les leçons justement qui ont été tirées de cette épidémie, des opérations, des actions sur le terrain, celles qui ont été décrites dans l'ouvrage La politique de la peur. Merci. En fait, ce que je vais te dire avant tout, c'est qu'il y a la plus grande frustration personnelle et individuelle, c'est sans doute le fait qu'il y a quand même 14 personnes, 14 membres de notre association qui sont décédés. Staff nationaux, dans la région, et on n'a pas pu les sauver. Donc ça, tout ce qui va venir ensuite, ce n'est que à part, à côté. Ça reste pour moi la plus grande de mes frustrations, la plus grande de mes frustrations, parce qu'on n'a pas pu les rapatrier, on n'a pas eu les moyens, on n'a peut-être pas mis tant d'énergie pour les ramener, et ça restera peut-être, en tout cas, en moi, la chose la plus frustrante. Ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, c'est d'abord de laisser une trace écrite, parce qu'on sait qu'on a eu des choix, des dilemmes, et tout cela, on a voulu essayer de les écrire. Mais on a voulu essayer de les écrire avec des personnes extérieures à notre organisation. Pourquoi ? Pour avoir un œil un peu plus critique. Ça nous a été reproché aussi d'avoir essayé justement un regard très très centré sur nous-mêmes et essayer justement d'avoir un œil un peu plus, on va dire, externe par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à nos choix. Mais ce but de ce livre est également un enjeu pour essayer justement de faire des débats comme celui-ci au sein de MSF, mais aussi principalement avec des autres acteurs, avec l'OMS, avec des autres organisations avec lesquelles on ne partage pas du tout les mêmes choix, que ce soit les essais randomisés ou non avec NIH et l'FDA, que ce soit avec certains États sur des mesures un petit peu trop autoritaires par rapport à la quarantaine, par exemple. Donc c'est vraiment un outil de travail, ce n'est pas une fin en soi. Maintenant, les grandes leçons, je vais essayer d'être assez concis. Je vais essayer de les séparer en trois axes. Le premier, c'était tout ce qui concerne le contrôle des épidémies. Et là, vous savez, on a 6 piliers, ces fameux 6 piliers. Donc d'abord l'isolement du patient avec des soins supportifs qu'on est en train évidemment d'évaluer à l'heure actuelle encore.
les mesures d'essayer de comprendre l'anthropologie médicale, le health-seeking behavior, comment est-ce que les gens se comportent par rapport à la maladie, la gestion des corps au sein de la structure et le système d'alerte, la traçabilité et aussi gérer tous les cas en dehors, les cas qui sont atteints de maladies style malaria non Ebola. On a remarqué qu'en mettant en place ces 6 piliers, il y avait moyen de contrôler l'épidémie dans certains foyers. Alors il faut être assez prudent parce qu'en fait ce qu'on a remarqué c'est qu'on n'a pas su mettre en place ces 6 piliers de manière continue. Et ça c'est un point quand même extrêmement important, principalement par manque de ressources. Et donc quand on dit on pense qu'il y a moyen de contrôler ce genre d'épidémie par la mise en place de ces 6 piliers, c'est principalement sur un endroit spécifique, Guékédou en Guinée forestière, qui a pu être contrôlé pendant une certaine partie de l'épidémie, mais qui s'est fait recontaminer par d'autres patients, par d'autres personnes qui venaient principalement de Sierra Leone. Mais on pense qu'il y a quand même moyen. Ça reste une hypothèse, c'est pas prouvé, hein, donc c'est juste une assumption. On a remarqué aussi que certaines mesures, alors c'est des mesures extrêmement autoritaires, de quarantaine, de confinement, créent une peur au sein de la communauté, et principalement si on n'explique pas bien les messages. En Guinée, il y a 35-36 ethnies différentes. Chaque message doit être adapté par rapport au comportement des gens. Et donc c'est extrêmement compliqué d'adapter ce type de message quand on se trouve dans une épidémie, et ça prend un temps énorme. Et je pense que là, on a quand même su tirer quelques leçons sur le poids de l'anthropologie lorsqu'on arrive sur un terrain dans une épidémie comme celle-là. Il y a, je pense aussi peut-être que ce qui s'est passé, en tout cas ce qui a eu l'effet le plus important en termes de contrôle de l'épidémie, en tout cas l'essai de contrôle de l'épidémie, c'était une activité qu'on ne fait pas souvent, c'est le transfert de certaines compétences par des centres de simulation, par des formations, par des transferts de compétences et de know-how, mais aussi de savoir-être au sein même d'une structure de santé, avec toute une série d'acteurs, que ce soit l'OMS, les Samaritan Purse, IMC, toute une série d'acteurs qui sont venus, que ce soit à Berlin, Bruxelles, aussi dans les régions touchées par l'épidémie. Il y a eu ces centres de simulation qui ont permis une espèce de montée en puissance en termes de personnes. Il y a également la place de l'épidémiologie. Et là, je pense que ça, c'est aussi un point extrêmement important. Et là, je pense que peut-être qu'on sera en désaccord. J'essaie toujours de la différencier en 2 modèles, l'épidémiologie clinique et le modèle épidémiologique pour essayer de contrôler l'épidémie. Et là, pour moi, il y a 2 choses qu'on doit retenir. Le modèle épidémiologique qui ont été démontrés dans certains articles ou par certaines institutions n'ont montré que de faibles résultats en termes de choses pratiques. Vous avez sans doute entendu parler de ces gens qui parlaient de 1 million de personnes qui allaient être affectées. Il y avait même d'autres articles, c'était plutôt du côté belgo-belge, qui disaient que la Belgique avait le plus de malchance d'avoir les premières chaînes de transmission en Europe parce qu'il y avait la compagnie aérienne qui était la seule compagnie à ce moment-là qui transportait les gens de la région vers Bruxelles. Et donc il y a ces espèces de modèles mathématiques ont entraîné une espèce de peur, puisque les chiffres ou les messages qui passaient n'étaient sans doute pas très très rationnels. Par contre, l'épidémiologie clinique, là je pense qu'on a un peu failli dans le sens où l'attention qu'on a mis là-dessus n'était peut-être pas suffisante. Donc on a essayé de travailler sur des données cliniques, des récoltes de données, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est ce qu'on voulait avoir en tant que données, évoluer dans le temps, puisque les connaissances évoluent également. Et ça, c'est quelque chose aussi qui reste aussi un dilemme quand on est dans un gap de connaissances tel que Ebola, et que petit à petit, pendant les 2 années, les connaissances augmentent, et donc on veut rechercher d'autres types de données assez intéressantes sur certains sujets, mais donc la ligne directrice rouge n'a pas été tout à fait, en tout cas, elle aurait pu être améliorée. Sur tout ce qui est, donc ça c'est le côté plutôt épidémique, épidémiologique. Sur tout ce qui est les essais cliniques, ça reste aussi un grand débat. On s'est demandé si on était capable, chez MSF, sur la mise en œuvre d'un partenariat avec des centres de recherche externes à MSF, sur des essais cliniques de phase 1, ou de phase 2, donc vraiment juste après la phase animale. Et là, j'ai envie de dire que j'ai envie de donner 2 réponses. C'est possible, mais c'est extrêmement difficile. C'est difficile, pourquoi ? Parce qu'on a principalement 2 objectifs qui diffèrent.
le médecin, il est là pour soigner les gens, et le chercheur, il est là pour trouver un remède. Et pour le médecin, c'est la science qui doit servir le patient, et pour le chercheur, c'est plutôt le patient qui doit servir la science. Et donc là, on était parfois avec des confrontations assez houleuses sur justement le rôle de cette interaction entre chercheurs et médecins, praticiens, au sein d'une structure de santé. Maintenant, ces essais cliniques, alors que ce soit les essais thérapeutiques, ont montré des effets quand même pas formidables. Ça n'a pas été, on n'a pas trouvé la magic bullet. C'est plutôt décevant si on regarde juste les résultats. Maintenant, on a quand même appris toute une série de choses grâce à ces essais cliniques, que ce soit dans le terme de partenariat, mais également dans certains points spécifiques de la maladie. Mais je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail ici, c'est peut-être plus pour le débat. Après, il y a aussi, ça a été un grand débat chez MSF, savoir est-ce qu'on fait des essais cliniques ou bien est-ce qu'on fait de la distribution massive d'un produit qui est commercialisé, qui a sans doute peu d'effets secondaires, mais qui pourrait conditionner, un effet sur les malades. Et là, nous, on a pris l'option de faire des essais cliniques pour essayer d'avoir un peu plus d'évidence pour cette épidémie-ci, mais aussi pour après. Et ça reste aussi un débat entre nous, je pense, par rapport à ce qu'il faut faire dans ce type d'épidémie-là. On a reçu, j'ai calculé encore hier, c'est 65 demandes d'essais cliniques. Alors, sur des médicaments parfois valables, favipiravir, l'amiodarone, pourquoi pas, bien que ce n'était pas retenu. Après, ils avaient d'autres types de molécules qu'on a reçues, ou même des produits médicinaux, des plantes, allant du persil au cannabis. Donc, vous allez jusque-là, ce sont des. Pour le cannabis, c'est le gouverneur de Louisiane. Vous êtes. Oui. C'est ce que j'ai dit, que j'étais le premier patient enrôlé également. Mais voilà, malheureusement, je ne pouvais pas être enrôlé. Malheureusement. Et donc, ça reste, vous voyez, ça va jusque-là. Donc, parfois, des sujets ou des molécules ou des produits qui restent absurdes dans ce type d'épidémie. Alors, on avait quand même pas mal appris sur tout ce qui est les outils diagnostiques, le diagnostic de la maladie, et là je pense qu'il y a quand même une réussite pour moi, à mon avis, de réduction du temps de diagnostic. Donc entre un PCR et les tests rapides, maintenant qui sont plus ou moins efficaces, ou en tout cas sensibles et spécifiques, là il y a quand même une grosse avancée, on peut réduire à 2 heures, 2 heures et demie, ce qui aide évidemment en termes de surcharge de travail, puisque les centres qui étaient responsables du diagnostic d'Ebola ne pouvaient pas s'occuper en même temps, par manque de ressources également aussi, du monitoring des patients. Et donc là, ça restera toujours aussi une chose que je pense qu'il faudra améliorer dans le futur, c'est comment amener beaucoup plus, on va dire, d'équipements, de matériel de monitoring. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé des fluides, de l'IV, de l'ORS, mais c'est bien de donner du liquide, mais évidemment, il faut savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, donner plus de potassium, moins de potassium, sodium, etc. Donc, tout ça, il faut évidemment contrôler. Et ça, je pense que là, on peut aller peut-être un peu plus fort. Grosse discussion sur la randomisation également. Est-ce qu'il faut randomiser ou pas dans ce type d'essai clinique ? Mais les méthodes qu'on a utilisées n'étaient pas une méthode de randomiser. Donc, on ne voulait pas que le sort, quelque part, choisisse à la place du médecin pour donner la chance aux malades d'avoir le traitement potentiellement efficace. Donc, on l'a fait, c'est pas une randomisation, on a comparé par espace-temps, quelque part. Donc, on a comparé avec des gens au mois de décembre qui n'avaient pas reçu de traitement avec des gens au mois de janvier qui avaient reçu l'intervention. Mais ceux du mois de janvier recevaient l'ensemble des traitements. On a vu que sur certains médicaments, il y avait un certain effet vraiment assez spécifique. Maintenant, il faut quand même rester critique parce que si vous regardez ces 2 mois-là, décembre, janvier, et vous les remettez dans un autre pays, on va dire ce que les essais ont été faits en Guinée, vous les remettez au même moment, mais au Sierra Leone, vous remarquez qu'en fait, on voit aussi une baisse de mortalité sans aucune intervention en Sierra Leone. Donc il faut rester, ce ne sont pas des méthodes extrêmement robustes scientifiquement. Je voulais, ce qu'on a sans doute, et ça c'est peut-être ce qu'on a le plus appris, c'est plutôt par ce qu'on appelle des recherches opérationnelles, des recherches descriptives. Je me rappelle un médecin qui avait dit, ben voilà, il avait
on avait gardé une femme enceinte, Ebola positif, elle était guérie, elle est restée jusqu'à la fin de sa grossesse. Son enfant, le fœtus était mort, mais son liquide amniotique restait positif. Donc en fait, on a appris pas mal de choses, surtout sur les survivants. En fait. Donc, quand on dit, déjà avant, on disait pas de porteurs sains Ebola, non, il y a quand même des porteurs sains, des gens qui ont été infectés et puis qui restent avec un liquide contaminant. Ce qui pose évidemment la question de savoir pour les femmes enceintes où elles vont être accouchées, dans quelles conditions, etc. Est-ce que le liquide amniotique reste contaminant? Je vais vite terminer par deux autres points. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de compagnie spécialisée pour le rapatriement. Donc, aucune compagnie à l'heure actuelle n'accepte le rapatriement de cas actifs, donc des gens Ebola positifs, symptomatiques, avec des diarrhées. Aucune, ça n'existe pas. Pourtant, on a essayé d'amener un peu plus de réflexion par rapport à ça, mais il n'y en a aucune qui accepte à l'heure actuelle de le faire. Et puis aussi un point peut-être juste par rapport à la peur, parce que c'est quand même le sujet du bouquin, où j'ai envie de partager avec vous deux choses. La première, c'est que c'est aussi au niveau des patients. Donc les patients avaient peur de la maladie, mais aussi la peur de se faire traiter, puisqu'ils savaient très bien que les taux de mortalité étaient tellement élevés qu'ils ne voulaient pas aller au centre de santé se faire traiter. Mais également la peur de nos États, y compris ça a été dit déjà dans l'introduction, mais y compris des mesures qui n'étaient pas du tout rationnelles, pas fondées en tout cas. Mais ça allait jusqu'à des chaînes d'hôtels qui ne voulaient pas... pourtant c'était un contrat de 1000 nuits, c'est quand même pas mal pour une chaîne d'hôtels. Ils ne voulaient pas accepter des patients ou même des personnes revenant de l'épidémie, sans aucune raison valable. Et donc il y a tout ce sentiment de peur, vous avez suivi ça dans les médias, mais ça pose question parce qu'il y avait toujours ce problème, certains pays voulaient les confiner durant les 21 jours dans le froid de New York ou bien même dans certaines parties de l'Asie où ils ne pouvaient même pas rentrer chez eux. Et donc la stigmatisation des malades, mais aussi la stigmatisation des soignants a été un facteur assez important. Ce qui a fait, c'est qu'il y a eu quand même une baisse aussi de l'envoi de personnes aussi, puisqu'il y a eu toute cette crainte qui s'est alimentée entre eux. Et sinon, je voulais encore peut-être juste une chose qui reste importante à nos yeux, c'est que pour nous, le pire des risques, c'est celui de ne pas agir, quoi. C'est vraiment c'est celui de ne pas en prendre. Et donc, même si la prise de risque, à la fois, était peut-être pas totalement calculée à tous les niveaux, je pense que c'est important de se rappeler, en tant qu'organisation humanitaire, que le risque fait partie de notre ADN, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je voulais remercier absolument Mickaël de m'avoir invité. Donc on va passer à Thierry Lafort qui donc, il le disait tout à l'heure, a été largement sur le terrain et qui a justement dû prendre en compte tous les éléments qui viennent d'être exposés et comment on fait dans ces cas-là justement pour amener à faire avancer les choses. Moi, je ne vais pas remercier Mickaël parce que j'ai appris mon sujet ce matin et je rentrais tout juste de vacances. Donc, c'était négocier une opération médicale dans la peur. Alors, je vais juste commencer. Avant de partir en mission pour Ebola, j'ai une copine anthropologue qui m'a offert la peste de Camus. J'avais lu quand j'étais gamin, mais de le relire, et là, pour les praticiens que vous êtes pour la plupart dans la salle, ça va vous parler. Je vois Dr Rieux l'autre Dr Rieux, qui dit clairement, il dit si c'était un tremblement de terre, une bonne secousse et on n'en parle plus. On compte les morts, les vivants et le tour est joué. Ça c'est vraiment nous en termes d'opération, mais là il dit mais cette cochonnerie de maladie, même ceux qui n'ont pas la porte dans leur cœur. C'est ça que j'ai vécu tous les jours là-bas. Je vais prendre le penchant, il y a la politique de la peur, mais il y a aussi, moi ce que j'ai vraiment vécu, c'est la peur de nos politiques, ou alors la peur comme mauvaise conseillère de tous les jours, parfois bonne conseillère peut-être sur nos opérations, assez souvent mauvaise conseillère. Et là je nous inclurais dedans les organisations humanitaires et je trouve qu'on ne voit pas assez dans le livre, et je vais en parler parce que je pense que ça fait partie aussi de nos choix. Il faut prendre des risques, il faut qu'on regarde comment on a pris nos risques avec la peur qu'on avait nous aussi. Et je pense qu'elle était
elle était présente. Alors c'est une maladie qui fait peur hein, de manière individuelle, institutionnelle, dont certains l'ont beaucoup utilisée. Là, on le voit bien dans le livre, on y reviendra avec ce qu'Olivier en dira sur l'utilisation des États, mais aussi quand on parle de politique, des fois de toute petite politique. Moi j'ai vu un chef d'une région qui voulait récupérer un centre de santé qui a accusé une communauté d'être réticent. La sémantique était importante hein, dans cette... les communautés étaient réticentes, le patient était suspect, la personne qui risquait d'attraper la maladie était un contact. C'est quand même une sémantique et des mots un peu curieux. Et cette utilisation politique, on la verra à des tout petits niveaux pour récupérer un centre de santé, pour mettre à l'écart un opposant, comme dans les grandes politiques de containment qu'on pourra voir. Alors, une autre donnée qui me paraît importante de rappeler de cette maladie, je crois que c'est une des pires maladies, parce que c'est la maladie de celui qui soigne. Alors, quand je dis ça, c'est parce qu'elle n'est pas si contagieuse que ça. Elle est surtout contagieuse pour la personne qui soigne, le parent, à côté du malade, le soignant. Et on verra, j'y reviendrai un peu plus tard, quand tu entamais dès le début ton discours sur la mort des 14 personnes, et je pense qu'il est important qu'on reparle de ça, j'y reviendrai à la fois. Alors parfois, on a aussi minimisé, on voit bien le gouvernement guinéen de départ, c'était l'histoire de la Cannes, si je me rappelle bien, de minimiser l'importance de l'épidémie pour pas qu'il y ait de problème, sans connaître exactement. L'autre donnée importante de cette épidémie, c'était, je crois que c'est Emmanuel Baron qui l'avait écrit, c'était la valise du médecin qui était vide, quoi. Et alors on sait pourquoi, c'est clairement des épidémies qu'on n'avait pas eu le temps de beaucoup travailler, mais on n'avait rien, on n'avait pas de médicaments, on n'avait pas de vaccin. On voit bien sur la suite que finalement, ce qui a sûrement payé en Occident, c'est les soins intensifs, et on n'était pas capable, et j'y reviendrai après, de faire des soins intensifs corrects. Donc voilà, une maladie qui faisait peur, une maladie vraiment terrible parce que c'est la maladie du soignant et une maladie pour laquelle on ne savait pas traiter correctement, mais ni même traiter la douleur ou accompagner à la mort correctement. Alors mon expérience de terrain avec Halima, et en même temps j'étais administrateur des MSF, donc j'ai eu l'occasion un peu de suivre les débats à MSF. Alors, Halima, on prendra une décision tardive d'intervention, et là je me mets dans le lot des gens qui avaient peut-être peur de cette intervention. Alors les arguments qu'on a mis en avant au mois de mai, quand on a discuté, et quand MSF nous a appelés, hein, Joanne nous avait appelé, Bertrand aussi, pour nous dire est-ce que vous ne viendriez pas opérer dans la région de la Guinée. On a mis en avant pas mal on n'aurait pas les moyens, on ne savait pas faire, mais je sentais bien que dans nos débats à Lima, on avait des inquiétudes, cette maladie très mortelle aussi pour les soignants. Donc on sentait, et on mettra 3 mois à prendre finalement la décision, et on interviendra en passant l'été à partir de septembre. Alors, on commencera, et là je vais dire un mot sur le soutien aux acteurs locaux, parce que ce que moi j'ai constaté en arrivant à Nzérékoré, c'était l'importance des acteurs locaux, mais aussi le côté démuni des acteurs locaux. Et quand je parle des acteurs locaux, c'était la peur, mais aussi la conscience de cette maladie faisait qu'il y avait une ultra-mobilisation. Moi, je ne suis jamais allé sur une mission où tous les matins à 6h30, 7h, il y avait une réunion à la préfecture avec 100 personnes dans la salle, tous les matins, le dimanche y compris, le samedi. Et c'était les organisations de la société civile, et c'était l'armée, et c'était la préfecture, et le ministère de la Santé, les ONG, la Croix-Rouge guinéenne, tout le monde était ultra mobilisé. Pas de moyens, alors que les moyens étaient en train de vraiment se déployer, aussi les moyens des Nations Unies, mais on considérait peu leur travail, et il était important, et peu de coordination, et eux aussi assez guidés par la peur. Et ça, c'est un point que je tenais à mettre en avant. Et donc, on va d'abord, pendant 2 mois, mettre en place des activités de support, hein, ça veut dire les ambulances, les centres de transit, l'enterrement sécurisé avec les acteurs locaux. Et pourquoi 2 mois ? On mettra 2 mois à monter un centre de traitement Ebola. Et ça, c'est un problème aussi, je pense, qu'on doit regarder de près, parce qu'on a mis 2 mois pour plusieurs raisons. La construction de ces centres était très longue, et ça on l'a vu pour un certain nombre, mais je pense que nos stratégies n'étaient pas forcément les bonnes.
n'aurai pas le temps de déployer aujourd'hui en détail, mais je pense qu'en règle générale, j'y reviendrai sur la peur qu'on a eue de changer un peu les habitudes, nous a posé un problème. Je pense qu'on pouvait faire des beaucoup plus petits centres, beaucoup plus rapidement disséminés. Il a été essayé certaines pratiques, mais voilà, on a eu beaucoup de mal à mettre en place la formation des gens, l'inquiétude des équipes, le temps de formation, l'inquiétude qu'il y en avait aussi bien les acteurs internationaux que nationaux qui travaillons là-dessus. Alors, de là, on a eu un vrai support des MSF Belgique. MSF Belgique, comme tu le disais, on a appelé un certain nombre d'organisations, mais ils les ont aussi aidés en les formant et en assurant aussi le pipeline du matériel nécessaire pour ces opérations. Pour autant, et là je vais y revenir, je parlais un peu de la peur, et moi ce que j'ai ressenti en tant que vieux MSF, connaissant bien la musique, c'est que je reçois une formation à Bruxelles qui fait peur. Et pas une formation qui me forme, mais une formation qui fait peur. Par des gens, c'est ma perception, Armand est là et d'autres, par des gens qui ont peur aussi. Je vois et je prends plus de jours que de la formation, je reste un peu, je discute avec mes collègues, parce que c'est des collègues de longue date, et je les sens un peu, pour certains, en panique. Je vais citer un exemple, je vois ma collègue des urgences monter en catastrophe dans un avion alors qu'elle est en train de gérer une opération énorme, Guinée, Sierra Leone, Libéria, parce qu'on vient d'avoir un expatrié infecté et qu'il faut lui amener le premier traitement avant qu'elle soit évacuée. Je discute avec les responsables de cette épidémie qui disent on ne va rien changer sur celle-là, on changera sur la prochaine. Ce qui s'avérera être faux, parce qu'on changera sur les essais comme tu l'as dit, mais on changera nos pratiques aussi, mais on les changera, plutôt que de les penser en amont, on les changera bout par bout, et on voit bien, je reviendrai sur l'engineering des centres qui me paraît être primordial pour faire des soins de santé humains et intensifs si on peut. Donc je percevais cette peur chez MSF, ce sentiment un peu d'expertise qui renvoyait ceux qui ne savaient pas faire aussi à leur propre peur. Et là, je vais dire un mot sur, parce que c'était toute la différence avec MSF Paris, dont j'étais administrateur, où on est peu intervenu, on pourrait y revenir, une opération Libéria et puis une opération en Guinée qui a peu fonctionné, mais où là, nous, on parlait de syndrome de Marburg. Syndrome. Voilà le discours qu'on entendait ici, c'est pas la peur qui s'était immiscée aussi dans Paris, on parlait pour est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on sait faire, et on était sur le mot syndrome, je trouve ça qui indique un peu. Et ça, c'est vrai que sur toute la longueur, et moi j'aimais pas ces épidémies-là. Quand j'étais responsable des urgences à l'époque, justement, on n'arrivait rien à faire, c'était de la police sanitaire, ça durait quelques semaines, et voilà, et je faisais partie des gens qui avaient soi-disant le syndrome, parce qu'à l'époque, je n'aimais pas Et pourquoi je me suis passionné pour cette épidémie, mais elle était d'une autre ampleur, et elle est passionnante humainement, parce que justement, on voit bien que la peur régie est un peu pour le bon parfois, mais souvent pour le mauvais, un fil conducteur. Les négociations dans le village pour monter le centre, c'était terrible, mais sur des demandes pratiques par moment, comment ils vont être aidés à voir, mais sur des demandes médicales auxquelles on n'avait pas forcément la réponse, sur les infections possibles, sur les cimetières, sur l'évacuation des eaux usées, qui étaient des vraies questions que posaient les gens, jusqu'à la menace de brûler les centres, et ça beaucoup l'ont vécu, donc on voyait bien cette inquiétude forte qui pouvait engendrer de la violence. Et on n'oublie pas en Guinée forestière, à Womé, avec l'assassinat des médecins, des journalistes et de certaines autorités au moment d'une tentative de sensibilisation autour d'Ebola et de la violence dans un village. La peur, elle sera aussi... alors tous les jours dans le centre, je vais vous en donner un ou deux exemples, parce que c'est deux médecins qui discutent dans le centre d'un cas classique, dans un hôpital, deux médecins discutent d'un cas, et puis il y a une partie du centre qui est interpellée par cette discussion, mais panique à la limite de la grève 5 minutes après, parce que les deux médecins étaient en train de dire est-ce que ce patient va sortir ou pas, est-ce qu'il est encore potentiellement quelqu'un qui va infecter une équipe. Deux médecins dont je vais devoir trancher parce qu'ils n'y arriveront pas, qui voudront, l'un voudra qu'un patient sorte, l'autre non, pour une raison de protocole. Je passe les détails, mais à moins de 3 jours de symptômes, on faisait 2 tests, alors qu'à plus de 3 jours, on ne faisait qu'un test pour vérifier s'il avait Ebola. Mais un des médecins
avait une inquiétude que ce patient soit infecté. Ce patient était aussi un soignant, c'était un secouriste de la Croix-Rouge. Il a commencé à mettre le feu au centre, à mettre la panique en disant je sors d'ici. Et moi j'ai pris la décision qu'il sorte en disant clairement au médecin, on va dire que ton centre est un mauvais centre qui soigne mal. Et là, ton centre est fini. Et je l'ai vécu pour la Croix-Rouge française à Massinta, pour vous donner encore un exemple, pour vous dire à quoi ça ressemblait. C'est au bout de 15 jours de l'ouverture du centre de la Croix-Rouge française, on commence à entendre dire que le centre est un mauvais centre de soins. Mauvais centre de soins. Moi, je sais qu'ils ont exactement la même nourriture que nous, parce qu'on a trouvé un catering à Nzérékoré. Les soins sont à peu près les mêmes. Il n'y a aucune raison de voir une différence entre notre centre et le leur. À part, après une investigation, le fait qu'ils avaient raté d'informer 3 familles, parce qu'ils ne les trouvaient pas, de la mort de leur enfant. Ça avait suffi pour pratiquement mettre la panique que plus personne ne voulait aller dans ce centre, parce qu'ils n'avaient pas pu mettre ça en place. Donc, c'est juste pour donner quelques exemples. Et je vais juste mettre quelques points saillants, je pense, qui ne vont pas être exhaustifs, loin de là. Il y en a beaucoup que je ne reprendrai pas du livre qu'on retrouve, mais je pense que l'approche humaine, la négociation, la politique, et là moi je serais intéressé d'un travail, j'ai pas lu l'évaluation complète qui a été faite par MSF Belgique, mais tu parlais de la résurgence à Guékédou et à Massinta. Et je serais assez intéressant qu'on creuse cette genèse-là, parce que est-ce que c'est pas parce qu'on a eu des difficultés de négociation politique, d'ouverture d'un centre, qu'on a vu en passer. Donc l'importance c'est une question, c'est vraiment pas mais je pense qu'elle mériterait d'être creusée, parce qu'il est possible que ça vienne des difficultés qu'on avait à ce moment-là à négocier l'ouverture d'un centre, et donc à travailler correctement avec les gens de la région, la société civile et les autorités, quelque chose qui était particulièrement difficile à faire. Donc l'importance de ce travail avec les communautés, et je disais la sémantique, mais la sémantique a changé, les politiques qui ont été données, le fait des contacts dont on ne s'occupait pas, alors que c'était quoi un contact? C'était peut-être potentiellement un futur patient surtout, et il a été petit à petit changé, mais la pratique de donner des kits, de voir comment on pouvait faire de la prise en charge domiciliaire le temps qu'ils arrivent à l'hôpital est quelque chose qui me paraît très intéressant pour la protection de la famille et pour le début du soin et de la protection du patient, voire même les traitements où on a réfléchi. J'y reviendrai un peu sur les essais thérapeutiques pour Alima. On avait bénéficié de tout le travail qui avait été fait en amont par MSF, mais alors, nous on s'est posé beaucoup plus vite la question que MSF, justement parce que ces travaux avaient été déjà faits. Au bout de 3 semaines, on avait introduit le favipiravir de manière, un essai clinique mais aussi compassionnel. Tous nos patients étaient mis sur favipiravir, donc on n'avait pas les moyens, mais on aurait sûrement proposé à tous nos patients, si on avait pu, que ce soit le ZMAP, que ce soit la transfusion, que ce soit... Parce que moi, je l'aurais pris, parce que quand il y a 50 à 60% de mortalité, je pense que j'aurais pris du persil, du cannabis, le ZMAP et le favipiravir ensemble. Donc on a pris, en tous les cas, cette décision, et on fera même un essai, alors qui ne nous donnera rien, parce que c'est vraiment à la dernière résurgence à Nzérékoré, de combinaison de ZMAP et de favipiravir, et comme on a mis 4 ou 5 patients sous ce traitement, de toute manière, et comme tu le disais, les résultats n'ont pas été forcément tous probants, quoi. Alors, si, comme tu le dis bien, il y a pas mal de... On a tiré beaucoup de leçons, et moi je pense que des épidémies comme on a vécu en province sont plus ou moins gérables avec ces différents piliers. Là où je pense qu'on a encore à regarder de très près, c'est l'épidémie de Monrovia, où demain, si Monrovia se reproduisait, je ne sais pas, toujours pas, et je ne vois personne qui me le dit, comment on va prendre en charge cette épidémie, où il aurait fallu ouvrir des centaines et des centaines de lits hospitaliers, voire de soins intensifs, parce que c'est là le contentment avec les soins versus un lieu de soins, ça on peut en discuter aussi. Mais je pense que les tests rapides qui arrivent ne sont pas encore concluants, et je pense qu'il faut qu'on y travaille dessus, parce que c'est une des réponses à la gestion d'une épidémie aussi volumineuse. Évidemment, on a le vaccin, mais je ne sais pas comment opérationnellement organiser dans une ville comme Monrovia, une ville tendue en plus, parfois violente, une vaccination de masse en pleine épidémie d'un vaccin qui rend assez malade, donc
risquerait d'engendrer aussi une vraie difficulté. Un autre point saillant, moi, qui me paraît, on parle beaucoup des médicaments et des vaccins, mais pas assez, je pense, de l'ingénierie des centres qui sont nécessaires à revisiter. On travaillait avec des mauvais camps choléra des années 80 avec des tenues de cosmonautes. Et je pense qu'il y a pas mal de progrès qui ont été faits, on les voit arriver. Je pense qu'on aurait pu le penser avant, et je pense que la peur nous a limité dans cette réflexion. On voit petit à petit arriver, et quand je dis l'engineering des centres, ça veut dire plutôt isoler le patient que le soignant. On a beaucoup parlé des bulles individuelles, elles sont à venir, on est en discussion. Un travail qui est fait par Aliment en ce moment d'un P3 qui deviendrait à moins de 5 000 $, ça commence à être intéressant pour voir comment on pourrait déployer. Je parlais de 2 mois pour monter un centre, là ça serait autre chose. Dans n'importe quel centre, on pourrait commencer à prendre en charge des patients. C'est un peu long. Oui. C'est un peu long. Pour aller chez le. Vous avez. Alors, je fais une conclusion. Alors, c'est moi un point important que j'aimerais qu'on reprenne sur le débat, c'est la prise en charge discriminée des soignants. Tu as entamé ton discours là-dessus sur les 14 personnes décédées. On sait les centaines de soignants qui sont décédés pendant cette épidémie, et ni les uns ni les autres, on a été capable de mettre en route des centres de soins pour les soignants que je pense nécessaires dans ce type d'épidémie. Et les armées les ont mis en place, l'Anglaise en Sierra Leone, les Américains à Monrovia et les Français en Guinée, mais très tardivement, malheureusement. Et pour finir, le risque d'être prescripteur. C'est le premier chapitre du livre, et c'est autour de MSF et sa place dans la santé publique, l'acteur de santé publique. Alors moi, je vais donner un exemple. J'ai été inquiet de la place d'MSF en Guinée en tant que prescripteur. Et ce n'est pas MSF qui imposait, mais le gouvernement imposait de ne rien changer parce que MSF ne pratiquait pas cela. Et je ne dis pas, c'est normal, c'était le plus gros acteur. Mais par contre, il faut en être conscient. Et juste quelques innovations qu'on voulait mettre en place, parfois d'autres organisations, étaient mises à mal parce que pour le gouvernement, MSF était le prescripteur de la norme. Donc voilà, je vais en rester là. Olivier Bouchot, peut-être moins pratique sur le terrain, vous le disiez en introduction, mais justement, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'on perçoit justement à l'autre bout de la chaîne, hein, et savoir comment on peut aider et faire profiter de son expérience sur le terrain justement. Oui, effectivement. Alors, d'abord, moi, je voudrais dire que le bouquin, je ne sais pas combien ici ont eu le temps et l'occasion de le lire, le bouquin est absolument passionnant. C'est même un exercice intellectuel parce que le chapitre 1 est passionnant et fascinant parce qu'il aborde un tas de choses, mais il est âpre à lire sur le plan intellectuel, et tout le reste se lit extrêmement facilement, et pourtant Dieu sait s'il est épais. Et ça m'a pris quelques heures nocturnes pour l'avaler. Alors, moi, je vais avoir une position très différente de ce qu'ont dit mes deux collègues jusqu'à présent. D'abord parce que je suis doublement extérieur, vous l'avez rappelé, extérieur parce que je ne suis pas allé sur le terrain. Et si tout à l'heure je vais formuler quelques critiques, j'accepterai totalement qu'on me dise que je n'ai pas de légitimité à faire ces critiques. Et extérieur aussi, parce que je ne suis pas de MSF, même si j'en suis proche, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je crois que l'intérêt de ce livre, et ça je crois que ça a été magnifique, que MSF, et notamment MSF Belgique, ait décidé de faire ce livre-là, parce que c'est jamais très 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 facile dans le post-critique, si je puis dire, de revenir sur ces pratiques. Et l'intérêt de ce livre, c'est, je pense que c'était l'objectif, c'est d'essayer d'analyser pour faire mieux la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, que ce soit avec Ebola ou avec d'autres joyeusetés de ce genre-là. Au passage, je reviens là-dessus, sur l'intérêt du bouquin. Il y a un chapitre qui est le chapitre 3 qui s'appelle « Entre routine et exception », où notamment on décrit les liens entre Ebola et l'argent, alors c'est pas une grande découverte parce que vous tous ici, vous êtes bien placés pour le savoir, mais de voir comme dans ce genre de contexte, on voit le mieux, l'exceptionnel, l'incroyable dans la générosité, dans le don de soi, et on voit le pire. Et Dieu sait si vous avez vu le mieux et le pire dans ce contexte-là.
Je voudrais revenir maintenant sur l'analyse du livre. J'ai commencé, comme toujours, pour ce que font les flemmards, ce dont je suis, c'est de lire la 4e de couverture. Donc le truc qui est au dos. Là. Et le deuxième paragraphe de la 4e de couverture annonce qu'il va y avoir une autocritique sur les pratiques. Et après, on plonge dans le bouquin. Encore une fois, passionnant. Il y a une très forte discordance entre cette 4e de couverture, ce qu'on nous annonce, et le contenu du livre. Parce que, alors, Bertrand, et puis, excusez-moi, je ne vais pas mémoriser votre nom, surtout, je pense qu'on est là pour avancer, donc je vais me permettre d'être critique, mais surtout que ce ne soit pas pris du tout comme quelque chose ni de personnel, ni même de collectif. C'est, voilà, bon. Non, mais je prends des précautions parce que je suis un gentil de base et j'aime pas faire le critique et le méchant, mais je pense que pour avancer, il faut être critique. On a le sentiment que ce livre a été écrit parce que, quelque part, vous vous sentiez très mal à l'aise vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Et pourtant, dans le bouquin, on a le sentiment qu'en permanence, il y a une minimisation des dysfonctionnements et de ce qui est suggéré, mais rarement vraiment décrit dans ce qu'on pourrait appeler des manquements. Il y a même une phrase que j'ai notée. Alors, il faut faire toujours très attention, et Dieu sait si ça a été la mode ces jours derniers, de sortir les phrases du contexte. Hein, mais malgré tout, il y a une phrase qui m'a quand même marqué, page 44 du chapitre 1. Les échecs de MSF ne peuvent être mis sur le compte de MSF, car liés à une vision erronée de la gouvernance mondiale de la santé. Comme si on a fait des erreurs, on a eu des échecs, mais ce n'est pas de notre faute. Or, vous avez votre neutralité, votre autonomie, vos responsabilités, et c'est difficile d'aller dire c'est pas de notre faute si on n'a pas fait tout à fait bien. Il y a aussi des espèces d'auto-justification. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'ai dit que j'étais médecin, je suis un clinicien, mais alors vraiment de base, hein, je ne suis pas un grand intello. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les patients, et puis le pire du pire parmi les médecins, c'est le gastro-entérologue, qui s'occupe du caca et du vomissement. Et quand on a... Pardon ? Oui, très à la mode. Et quand on a un patient qui vomit et qui a la chiasse, quand on est basique comme moi, on se dit qu'il va se déshydrater. Et quand on lit chapitre 8, que l'équipe de MSF a décidé de suspendre les perfusions, on se dit là vraiment, je ne comprends plus rien. Ce problème de limitation des soins, je pense qu'il va falloir qu'on revienne là-dessus tout à l'heure. Et moi, j'avais été alerté par... il y a 3 membres de mon équipe dans le service qui sont partis à Massinta, donc avec la Croix-Rouge, et qui sont arrivés plutôt en milieu-fin d'épidémie, c'est-à-dire à l'automne 2015. Et notamment l'une des médecins du service qui était là-bas, quand elle est arrivée, elle a été formée par des infirmières de MSF et qui lui ont intimé l'ordre, c'est comme ça qu'elle me l'a rapporté, de limiter à 2 litres de perfusion par jour. Elle, en tant que médecin, ne comprenait pas trop la logique de 2 litres de perfusion par jour, donc elle a commencé par appliquer, puis les patients mouraient, et puis à un moment elle a dit, écoutez, non, je perfuse qui a besoin de perfuser. Ils ont commencé à perfuser selon les besoins des patients, la mortalité a complètement chuté. Et dans le livre, il y a, sur ce chapitre de limitation des soins, qui a quand même été évoqué, avec, comme dirait l'autre, une certaine pudeur de gazelle, mais qui a quand même été évoqué, mais auto-justifié par le fait qu'il y aurait eu une étude à Foka, c'est ça ? Foya, qui semblait montrer que, perfusé ou pas perfusé, le résultat était le même sur la mortalité. Alors là, il va falloir me l'expliquer. Parce qu'encore une fois, en tant que gastro de base, un patient qui dégueule, qui a la chiasse, il se déshydrate et il meurt de déshydratation. Et je pense qu'il y a beaucoup de patients qui sont morts de déshydratation et qui n'auraient pas dû mourir s'ils avaient été
pris en charge comme des patients normaux. Alors c'est là où on rejoint la peur. Et c'est pour ça que je suis critique, parce qu'en tant que médecin un peu sensible, voir des patients mourir qui ne devraient pas mourir, ça fait toujours mal, mais je m'imagine dans le contexte que vous avez vécu et je peux comprendre un tas de choses. Mais ce que je ne peux pas comprendre et ce que je ne peux pas accepter, c'est que ce qui était parfaitement justifié au début de l'épidémie, c'est-à-dire en 2014, on va dire printemps 2014, à une époque où on pouvait tout imaginer, où on pouvait imaginer que peut-être il y avait de la transmission aérienne et qu'il fallait se blinder de partout, je ne comprends pas qu'un an ou un an et demi plus tard, on en soit resté sur les mêmes dogmes de limitation des soins. Et là, ça pose un vrai problème, parce que quand le dogme devient plus fort que l'éthique et devient plus fort que la logique médicale, là, on se rend compte qu'on est complètement parti dans le décor. Et que justement, ce recul qu'il faut avoir, et que, enfin, vous n'avez évidemment pas attendu pour l'avoir, ça va de soi, mais qu'on va pouvoir approcher là maintenant, va peut-être permettre de réfléchir à comment faire mieux la prochaine fois. Et alors moi qui n'ai pas la compétence, je pose une question qui pourra peut-être être prise dans le débat tout à l'heure. Pourquoi ne pas avoir envisagé deux types de patients? Les patients qui étaient dans le premier septenaire, c'est-à-dire pas grave, ambulatoire, qui à ce stade-là ne vomissaient pas beaucoup, n'avaient pas beaucoup la diarrhée, mais suffisamment quand même pour commencer à se déshydrater. Pourquoi est-ce que ces patients-là n'ont pas été traités à part avec des procédures d'habillement allégées qui permettaient de ne pas limiter les soins, puisque ce que m'a raconté Nathalie, cette collègue qui est partie sur le terrain, puis un autre collègue qui m'a raconté exactement la même chose, c'est que quand il fait 35 ou 38 et qu'on a le pays, on ne peut pas tenir plus de 3 quarts d'heure. Et donc ça expliquait que s'il y avait 3 rotations par jour, ça expliquait qu'au bout de 3 quarts d'heure, on avait déjà perdu 3 litres dans sa combinaison, que si on ne sortait pas de la zone à haut risque, eh ben on tombait en syncope de déshydratation, là, pour le coup, pour les soignants. Pourquoi est-ce que ces patients qui étaient très peu transmissibles, tout à l'heure, rappelez que finalement, ce n'est pas une maladie qui est aussi contagieuse que ce que la rumeur et les médias pouvaient transmettre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ces patients dans une partie du centre où là on aurait pu les soigner avec des tenues beaucoup plus simples qui permettaient d'avoir une présence de soins beaucoup plus approfondie. Et puis pour les patients beaucoup plus graves qui, eux, commençaient à avoir les manifestations hémorragiques et qu'il a été certainement hyper sécrétant de virus, là, il est évident qu'il fallait prendre les précautions maximales. Je voudrais finir sur 2 points. Le premier point, c'est j'ai le sentiment que les épidémies précédentes, même si elles n'avaient rien à voir en termes d'ampleur, n'ont pas été intégrées dans la réflexion. Et le hasard a fait que j'avais dans mon service à cette époque-là quelqu'un que je ne citerai pas, parce que je ne vois pas pourquoi je la mouillerais dans l'affaire, alors que je n'ai pas demandé si je pouvais le faire, donc je ne vais pas la citer, mais que beaucoup de gens connaissent ici, qui est à Genève maintenant, enfin bref, qui était praticien dans le service et qui a une très... Bon, c'est une Mercedes Tataï que beaucoup connaissent, donc qui était dans le service comme praticien hospitalier, qui m'a dit avoir une expérience personnelle de la gestion d'épidémie d'Ebola, et qui me disait à chaque fois qu'on en parlait, et on en parlait peu parce que je sentais que ça la bouleversait, qui me disait les bras m'en tombent. Le deuxième point sur lequel je voulais finir et qui illustre ce fil rouge de la peur là, qui nous lie ici aujourd'hui, mais qui illustre bien les choses et qui illustre bien cette critique, si je peux me permettre encore une fois de l'avoir faite, que je viens d'évoquer, c'est un témoignage. Les témoignages sont passionnants dans ce bouquin. Un témoignage, alors j'ai oublié quel était l'auteur de ce témoignage, et qui raconte la panique que le personnel avait, étant dans la zone protégée, de voir une patiente qui était convalescente, donc pas excrétrice ou quasiment pas,
qui a fait une attaque de panique, ou enfin, pas dit précisément, enfin en tout cas qui était très, très agité. Et donc la personne qui rédige, qui a vécu la scène, raconte la panique qui animait l'équipe qui était dans la zone protégée, à l'idée que cette femme puisse transgresser la règle, c'est-à-dire passer à travers la barrière de plastique et aller au contact des personnes qui n'étaient pas habillées avec le pays. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Quel était le réel risque chez une femme convalescente, même si elle avait touché l'un des personnels présents sans la combinaison de pays? Et c'est là où on voit que, alors c'est pas une nouveauté, hein, c'est que la peur permet d'échapper et le terme permet n'est pas tout à fait approprié, mais conduit à échapper au rationnel. Et tout ça, ça a construit une communication, alors là ça ne concerne pas MSF particulièrement, mais ça a construit une communication absolument catastrophique vis-à-vis du grand public. Et je vais juste finir là-dessus. Tout le monde se souvient probablement de l'image alors je crois que c'était un missionnaire américain qui était rapatrié, et on voit une image sur le tarmac de je ne sais plus trop quel aéroport aux États-Unis, le malheureux missionnaire dans son brancard bulle, 4 ou 5 cosmonautes autour de lui, et juste avant, je ne sais plus trop sur quelle chaîne c'était, peu importe, juste avant, il y avait un expert qui venait de raconter qu'il n'y avait pas de transmission aérienne. Comment voulez-vous que la population, les gens de tous les jours, comment voulez-vous que les gens comprennent qu'il n'y a pas de transmission aérienne, mais qu'il faut prendre tant de précautions que ça pour quelqu'un qu'on doit mettre dans une bulle et qu'on doit entourer de cosmonautes. Et je pense que ça a eu des conséquences délétères. Alors, on s'en fout hein, des gens qui ont eu peur aux États-Unis ou en France ou en Allemagne ou en Belgique, ça c'est pas grave, mais je pense que ça a eu des conséquences délétères très graves sur le terrain, notamment parce que vous rappeliez tous les deux sur le fait que la population a eu de la peine, alors il y a plein d'autres raisons, hein, a eu de la peine à adhérer à ce qu'on leur proposait, notamment pour la recherche des contacts, parce que cette peur a été véhiculée de façon tellement puissante par un tas de mécanismes qui sont très bien élucidés dans le bouquin et qui ont été très contre-productifs pour l'adhésion de la population à la compréhension de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'ils pouvaient faire. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop irritant et trop agressif pour un planqué bien au chaud, ou plutôt bien au froid, à Bobigny. René Broman, membre de MSF depuis longtemps. Moi, je me suis fait exactement la même remarque que Olivier en lisant d'abord la quatrième de couverture et puis ensuite le livre, à savoir que la question de la peur, je le formulerai un peu différemment, a été totalement déplacée, c'est-à-dire décrite et parfois critiquée chez les autres, mais pas traitée chez nous. Alors, je crois qu'il y a deux mérites incontestables qui reviennent à MSF, et en particulier donc à MSF Belgique qui était leader et de très loin sur cette question. C'est d'une part de s'être attaqué au problème, de ne pas avoir fui, ou au contraire d'avoir pris la question à bras-le-corps, de s'y être appliqué. Ça, c'est quand même une qualité primordiale. Et puis la deuxième, c'est d'avoir lancé une alerte assez tôt, d'avoir eu le courage de s'affronter à des gouvernements qui n'étaient pas prêts à écouter ce que MSF avait dit. Donc ça, ce sont vraiment de très grands mérites. En revanche, je ne sais plus qui, je crois que c'est Olivier qui parlait qui a utilisé le mot d'homme pour décrire la position de LSF. Et je crois en effet que c'est un terme qui est juste. Et par rapport au dilemme que tu posais, Bertrand, aux difficultés bien réelles, enfin, que tous vous avez traité, il me semble qu'on s'est privé d'un moyen de tenter d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'on aurait trouvé la bonne solution, d'abord, il n'y en a pas, mais c'était au moins d'ouvrir la discussion, de prendre le temps, à un moment, d'écouter des points de vue contradictoires. La fermeture a donné lieu à des coups d'éclat, à des controverses. La fameuse lettre qui a causé tant de peine, selon les termes employés dans le livre, ou qui a causé un choc moral, pour reprendre le terme, elle a existé parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'en discuter à l'intérieur. Donc c'est devenu une lettre ouverte. Et ça, je pense que c'est un défaut que nous devons absolument corriger.
MSF a, semble-t-il, la réputation d'être une organisation ouverte au débat et assez incline à la critique. Eh bien, en l'occurrence, pour ce qui concerne la plus grosse opération de son histoire, c'est en gros 4 fois le budget de Darfour, qui était déjà quand même quelque chose de considérable. Pour la plus grosse opération de notre histoire, donc qui est en gros chiffrée à environ 100 millions d'euros, eh bien, on ne peut pas discuter. Ça, c'est tout de même une question qui est absolument essentielle. Et après les roses que je vous ai offertes pour les deux initiatives, là, il y a les épines. Cette absence de discussion, de même que le fait de balayer d'un revers de main la question du rapport bénéfice-coût, comme c'est fait dès la première page du livre, quand c'est une opération qui a coûté 100 millions d'euros et que 5 000 patients ont été finalement plus ou moins pris en charge, et vos échanges incitent à réfléchir sur ce qu'on entend par prise en charge, ça pose tout de même un problème. Hein. C'est pas tous les jours qu'on fait des opérations à 20 000 euros le patient. Donc ça, ce sont des questions importantes et qui, malheureusement, je trouve, ne sont pas vraiment traitées dans le livre, qui au contraire fonctionnent plutôt sur le registre de la justification. Alors maintenant, je pose ma question, parce que Olivier a mentionné Mercedes Lataille tout à l'heure, lors d'une discussion avec Mercedes à son retour du Libéria. On parlait évidemment de tout ça. Elle me rapportait les propos de 3 épidémiologistes ougandais et kenyans, je crois, avec lesquels elle avait travaillé pendant un an. Des gens qui avaient déjà une expérience des arboviroses, qui étaient déjà des épidémiologistes chevronnés, et qui avaient la réponse, qui pensaient avoir la réponse à la question que je lui posais. Est-ce que cette intervention a modifié le cours, c'est-à-dire le profil de l'épidémie? Je dis ça parce que je pensais qu'il n'était pas raisonnable de penser vouloir contrôler cette épidémie. La priorité qui a été mise à l'endiguement me semblait être une priorité tardive. C'est sans doute possible au début. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, donc ça a été quand même une première, dans lequel on pourrait voir une épidémie jugulée au moment où elle est déjà pratiquement à son sommet, c'est-à-dire bien après la période d'attaque. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à penser que vous pouviez contrôler cette épidémie avec le coût, d'une certaine manière, humain, moral que cela représentait, c'est-à-dire finalement une sorte de sacrifice individuel au profit de la sécurité collective? Là, on rejoint la question de la peur chez les autres, mais qui n'est pas prise en compte chez soi. Écoute, je vais te répondre par 2 points. D'abord, l'objectif était différent par rapport au temps aussi. Donc au début, comme tu le dis, ça c'est vrai, on avait un objectif extrêmement spécifique de contrôler l'épidémie. En juin 2014, on n'était pas là avec cet objectif de contrôler l'épidémie. Ce qu'on sait, c'est que par définition, c'est un début, une fin. Hein, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de dire, voilà, à certains endroits, là, on peut avoir un impact important dans le contrôle de l'épidémie locale. Après, ce que je t'ai dit un peu au début, c'est que ces fameux 6 piliers, on n'a pas pu les mettre par manque de moyens. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de limiter la propagation. Contre l'épidémie, ce serait un peu trop, comment dirais-je, pas trop humble de notre part si on avait cette ambition-là. Maintenant, ça c'est un point. L'autre point, c'est ça par rapport aux espaces de discussion. Et ça, c'est vrai que je pense que j'ai jamais autant parlé et discuté de cette maladie que pendant 2 ans. Alors, c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes ressentent ça, qu'il n'y avait pas d'espace d'ouverture, de discussion, pas d'espace. Moi, je ne l'ai pas trop ressenti, évidemment, parce que je me place de l'autre côté. Par contre, je t'assure qu'on a fait des débats houleux avec des personnes qui ne partageaient pas du tout notre avis, en interne et en externe. Quand tu mentionnes, et c'est vrai que là, peut-être que là, je pense qu'on a... alors c'est peut-être... Ça ne se reflète pas dans le livre. Ah non, mais alors ça, tu sais, alors ça c'est aussi un... Alors, tout à fait. Il y a des passages qui manquent, qui sont cruciaux pour moi, qui manquent. C'est aussi le fait, le parti pris d'avoir pris des externes aussi. Moi, je suis parfois, et ça parfois c'est toujours un peu difficile, c'est quand on fait appel à des externes pour avoir un esprit critique, parfois on se trouve qu'ils n'approchent pas le problème par là où il faudrait,
Parfois, ils ne se remettent pas en question eux-mêmes, parce que ce sont des gens qui ont participé eux-mêmes à l'intervention. Et je trouve que là, oui, c'est vrai qu'il y a des manquements, mais ça montre, enfin, je trouve, un espace d'ouverture quand même de demander à quelqu'un d'autre d'écrire ce qu'on aurait pu faire mieux, en tout cas. Je pense qu'on a, et ça c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut peut-être en débattre, je ne suis pas sûr que, et ça c'est plutôt la façon de discussion. Pour moi, chaque fois que j'ai entamé un débat là-dessus, c'était extrêmement violent. Extrêmement. Et je trouve que ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi. Donc la violence dans les débats, oui, quand c'est constructif, non quand c'est destructif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça n'apprend rien. Ça détruit l'autre, ça le met quelque part. Et donc là, je pense que l'église au milieu du village, elle doit être juste, elle doit être remise au bon endroit, mais des deux côtés quelque part. Parce que je pense que là, on a tout à apprendre là-dessus aussi. Sur la modification du profil de l'épidémie, l'impact donc de l'intervention internationale, est-ce qu'il a été évalué? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas tombés malades du fait de cette intervention? Je connais des individus, oui. Maintenant, de manière épidémiologique, je ne pourrais pas tout dire. C'est difficile à dire. Le baron épicentre, âge entre Bertrand et Rod. Intervalle de conférence. Juste un point, une question. Tu as parlé de la recherche et des activités de recherche en constatant le déficit d'épidémiologie au fond dont tu as parlé dans le cours de l'épidémie. Et puis après sur la recherche, il y a une peur qui, à mon avis, a dominé, et que je crois jamais vraiment bien comprise, qui est la peur institutionnelle. D'ailleurs, Annick en parle dans le chapitre du livre qu'elle a rédigé avec son co-auteur. Est-ce que c'est quelque chose, globalement, pardon, hein, c'est ce qu'on appelle la peur dans ces cas-là, c'est le fait de ne pas vouloir prendre au fond le leadership et de s'associer, ce qui est parfaitement assumé d'ailleurs des fin août, début septembre, hein, ou même probablement avant d'ailleurs, je crois. En tout cas, on commence à en discuter fin août, début septembre ensemble. Et ça revient effectivement, est-ce que c'est une peur? Pour moi, c'est une peur, en tout cas, elle est exprimée comme telle, ce refus de prendre le leadership. Et finalement, j'ai l'impression, moi, qu'on prend plus de risques à ne pas être le leader qu'à être le leader dans cette épidémie. Tu as adressé le bilan tout à l'heure en disant oui, on n'a pas appris tant que ça, finalement, sur les nouveaux médicaments. Est-ce que tu crois, ma question est double, est-ce que tu ne crois pas qu'on a donné beaucoup trop de travail aux juristes dans cette histoire, en voulant se protéger de cette peur? Et est-ce que tu le referais à l'identique? Et est-ce que ce serait une recommandation pour les épidémies similaires pour lesquelles il n'y aurait pas forcément de traitement et il faudrait investiguer? Oula. Écoute, non, il y a d'abord ici on parle quand même de notre but, c'était déjà juillet, on avait un espoir extrêmement, peut-être faux d'ailleurs, hein, puisque ça a été démontré par la suite comme quoi c'était pas la Magic Bullet, ce fameux IMAP, quoi. On voulait vraiment avoir dès le début déjà, on était vraiment attiré par ce médicament pour le tester. Ça c'était vraiment. Après, ce qui s'est passé, c'est que c'est là où parfois c'est extrêmement compliqué, qu'on a pris la décision de faire des essais cliniques. On a pris un partenariat pour assurer. Alors, honnêtement, là, on n'avait pas vraiment. Enfin, c'était pas vraiment la peur qui nous a dicté le fait de se mettre en partenariat ou pas. C'était plutôt d'abord le pragmatisme. Pragmatisme parce qu'au fait, tu avais un institut de recherche qui avait déjà commencé à travailler sur un médicament, qui était lui-même, quelque part, un médicament qui était reconnu comme potentiellement bénéfique pour les patients par ce groupe d'experts de l'OMS. Donc ça a été vraiment le pragmatisme, quelque part, qui a fait. Après, on est passé, donc ça je parle pour le favipiravir et l'essai qu'on a fait avec l'INSERM. Les autres, le brincidofovir et
clairement, trop de temps avec les juristes, ça je pense, oui. Maintenant, ce qu'on avait voulu aussi, et ça reste aussi, je pense que peut-être qu'on était peut-être trop ambitieux par rapport à ça, c'était par rapport au post-access aussi, quoi. On voulait blinder le post-access, quoi. On voulait vraiment, c'était un de nos critères clés, c'est de dire, ouais, ok, c'est très bien si on trouve le remède miracle, mais on voulait vraiment avoir des certitudes que l'accès aux médicaments puisse être fait. Et là, tu rentres dans des combats dingues avec les boîtes pharmaceutiques et avec les juristes. Ouais. Mais on voulait vraiment avoir ça comme point d'entrée, quoi. Mais c'est vrai qu'on a passé peut-être un peu trop de temps là-dessus. Maintenant, mais c'était pas vraiment la peur qui nous dictait à ce moment-là. C'était pas, on voulait vraiment avoir plutôt axé cette interaction avec des partenaires externes. Et on partait du principe qu'il y avait plus de matière dans deux têtes que dans une aussi. Et c'était quand même des gens qui étaient quand même, on va dire, assez reconnus au niveau des médicaments à tester. Ils avaient une extrêmement bonne connaissance des effets secondaires et de certains principes, ne fût-ce que pour le protocole, quoi. Ne fût-ce que juste pour dire, tu multiplies par 4, par 5 ta dose de favipiravir, par 8, par 10. Juste voilà. Et au niveau, ils avaient quand même, je pense, une expertise qui nous a quand même, qui nous a été profitable. I'm just thinking because I was in the field for 3 months in Sierra Leone at the peak of the epidemic, and one of the things that struck me was the fear, which I think was very much natural from the national staff, because they had seen their own colleagues infected, they had family that had died. And so one of the things I wonder is, how do we, in a future epidemic, particularly one where we don't know, like the next Ebola we will know more, but if it is something airborne, how do we manage better that our own fear doesn't kind of create a cycle of more fear, which amplifies as well the sort of public fear? Sorry. I'll go home now. C'est une bonne question. Pour être honnête, j'en sais rien. J'espère que c'est par des discussions, des débats comme ça qu'on parvient à pouvoir avoir des raisonnements rationnels quelque part. Et d'engager les discussions avec des gens qui n'étaient pas d'accord, que ce soit les États, etc. Mais non, difficile pour moi de répondre à ça. Je reste persuadé que c'est vraiment un sentiment individuel. Malgré tout, c'est vrai que on a eu quand même je pense que inconsciemment, parce qu'on en a parlé 2-3 fois en interne chez nous, mais inconsciemment, il y avait cette peur de devoir arrêter. Qu'est-ce qui serait passé, en fait, maintenant c'est facile de se le dire, mais qu'est-ce qui serait passé s'il y avait eu 10 morts, quoi, 10 expatriés qui étaient morts, ou 15, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Voilà, j'en sais rien. Et ça, c'est ça, voilà. Donc je pense que quelque part, c'est vrai qu'il y a eu cette peur institutionnelle qui s'est créée autour de ça. Il y a eu ce mois de septembre à novembre où il y a eu les fameux 3 expatriés qui ont été contaminés. Ça a rajouté une couche, mais est-ce que c'était ça le phénomène déclenchant au niveau institutionnel? C'est possible qu'inconsciemment, sans doute, oui, je pense, mais comment est-ce que essayer d'atténuer ces peurs, voilà, ça c'est compliqué. Et je reste persuadé que ça reste individuel. Ça dépend des gens. Je vais juste compléter la réponse. Finalement, tu le dis à la fin, c'est aussi institutionnel et on voit bien tous les messages qui ont été diffusés et le fait tu le dis, l'inquiétude de perdre les collègues et le fait de perdre un grand nombre de collègues. Et j'aimerais que dans le débat, on revienne sur notre capacité à prendre en charge les soignants dans ce type d'épidémie. Je pense que c'est quelque chose qu'on a raté au global, quoi.
oui, la peur est individuelle, mais on voit bien tous les messages. Je parlais de la sémantique tout à l'heure utilisée, je parlais de ce qu'on renvoie comme peur, et tu parles du personnel national. Moi, je l'ai vécu aussi bien avec du personnel international que national. On a eu, nous, le jour, 2 jours après qu'on ouvre le centre, il y a quelqu'un qui rentre par le local des équipes et qui vomit au milieu du local des équipes. T'imagines la peur dans le centre. Ça nous a servi finalement parce que ce patient avait une intoxication alimentaire, n'avait rien à voir avec Ebola, pour aussi envoyer des messages pour continuer à dire qu'elle n'était pas si infectieuse que ça, pour regarder, pour comprendre chaque cas infecté, qu'on a eu du mal en plus, c'est parce que c'était un travail difficile. MSF a vraiment indiqué le pourquoi de l'infection, alors qu'ils ont fait le travail d'investiguer chaque cas, de finalement dire que c'est peut-être au triage que ça s'est passé, pour un certain nombre de cas, beaucoup vers l'extérieur. Donc, en tous les cas, moi je pense que la seule chose, c'est de démystifier un peu cette épidémie et ce côté épidémique, enfin de contagion, qui était beaucoup plus un fantasme qu'une réalité, qui est loin, qui n'est pas un airborne, on le sait. Et je pense que ça, c'est institutionnel, là, c'est pas personnel. Je voulais revenir sur les dilemmes de la perfusion, pas la perfusion, de la médecine de masse et de la médecine plus spécifique. C'est que c'est vrai que les protocoles, ils sont faits pour faire la médecine de masse. Et moi, je ne suis pas tellement étonnée qu'il y ait eu ces discussions parce que, par exemple, dans le domaine de la malnutrition, il y a une espèce de dogme médical, et je pense que c'est vraiment un dogme qui rapportait sur une observation qui disait que tous les enfants avaient des cardiopathies, qu'il ne fallait pas les remplir parce que, voilà. Or, en pratique clinique, ce n'était pas du tout le cas, et ça a été très dur de se battre, il a fallu se battre honte pour dire mais non, là ils sont déshydratés, ou ils ont un choc septique, et un choc septique ça se remplit de toute façon, que ce soit de la déshydratation ou pas. C'est juste un exemple pour dire que je comprends qu'il y ait eu aussi ce climat aussi dans notre façon de fonctionner à MSF qui fait qu'à un moment donné tu te cales sur quelque chose et tu as du mal à en sortir en te disant si j'en sors je vais pas avoir le temps, je fais de la spécificité, alors qu'en fait peut-être que les deux sont possibles. Voilà, je voulais revenir sur ça. Est-ce qu'il y a une question ? Virginie Troy du Fonds Croix-Rouge française. Écoutez, quand je vous entends sur tout ce qui est peur et sur les facteurs de la peur aussi, je pense qu'il y a des choses qu'on partage tous dans toutes les organisations. Il y a des choses aussi assez simples à faire, comme la démographie ou la sociologie des personnes qui sont parties. Nous, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens pour lesquels c'était leur première mission. Donc en fait, c'était pas seulement Ebola, c'était première mission plus Ebola. Donc il fallait aussi un peu segmenter les personnels qui partaient. On a découvert aussi des peurs étonnantes, comme cette peur-là de n'avoir rien à faire, c'est-à-dire selon les phases d'Ebola, il y avait la peur des gens qui arrivaient et on se disait, il y a peut-être, quel va être notre rôle en fait. Donc il y a eu plein de choses comme ça. Quand je vous entends, j'entends aussi beaucoup de choses que j'entends à la Croix-Rouge, que je trouve dommage, c'est qu'on n'en parle pas tous ensemble. Je pense qu'en rassemblant Alima, OAA, MSF et puis la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge peut-être guinéenne, ce serait intéressant parce qu'on pourrait vraiment parler de cette épidémie sur le sol guinéen. Il y a aussi différentes strates où on travaille chacun. Alors il y a autant la strate technique, la Croix-Rouge française a sorti un guide technique, je pense, qui est assez intéressant. Il y a la sphère et la strate anthropologique. Nous on a travaillé, on a mobilisé un anthropologue ivoirien qui est historien des maladies et qui a travaillé sur Ebola en Côte d'Ivoire, qui a fait une très grosse étude sur la perception et les rumeurs sur la perception des actions de la Croix-Rouge française en Guinée, et on a appris vraiment beaucoup de choses. On a aussi pas mal discuté avec les expats. Il y a évidemment la strate organisationnelle, ce qu'on vit en interne, mais il y a une strate qui manque, c'est la relation entre les acteurs. Nous, on relève ça, donc c'est en Guinée, que ce soit les relations avec l'État, les différentes Croix-Rouges et d'ailleurs les différentes entités de notre propre mouvement, puisqu'on est plusieurs sociétés nationales parfois, il y a la fédération, il y a le CICR, donc même dans notre mouvement c'est compliqué. Je pense que cette strate-là manque aussi, et c'est dommage qu'on ne se rassemble pas peut-être pour en parler, pour l'analyser, parce qu'il y a eu pas mal de blocages aussi là. Je sais que c'est pas facile
Mais c'est dommage parce que je vois qu'on sort chacun des bouquins, des études, des super recherches et en fait qu'on se met assez peu autour d'une table pour en discuter. Nous-mêmes, on avait la réflexion, est-ce que ça, 2 ans après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que les gens n'en ont pas marre de parler d'Ebola? Mais il faut bien préparer ces prochaines flambées épidémiques. Donc voilà, c'est aussi une réflexion là-dessus sur comment parler mieux ensemble. Oui, sur la peur, je trouve que l'une des questions, enfin l'un des enjeux, c'est d'arriver à rapatrier la peur dans le domaine de la raison. Cette peur, elle était parfaitement rationnelle. Tout le monde avait peur. Et parfois, d'ailleurs, à un certain moment, pas toujours, hein, je dois dire, c'est partagé. Mais à certains moments, dans le livre, on a l'impression que peur et irrationalité, ce sont 2 mots qui désignent la même chose. Or, ce qui aurait été totalement irrationnel, c'est de ne pas avoir peur. C'est une maladie effrayante, à la fois par son côté épidémique et le côté spectaculaire, la souffrance qu'elle induit. Enfin, tout ça, c'est... Donc, on ne peut pas éliminer la peur. Je pense que c'est une... Ou alors on élimine la raison, on rend tout le monde fou. Mais ce serait la seule façon. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, me semble-t-il, enfin, la direction générale qu'on devrait prendre, c'est d'avoir des messages aussi rationnels que possible. Et par exemple, quand il devient à peu près évident qu'aller dans un CTE, c'est courir plus de risques d'attraper Ebola que d'en guérir, eh bien on n'appelle pas à aller dans des CTE où on modifie le dispositif pour que ce risque soit éliminé. Mais à un moment, on envoyait des messages contradictoires, et on sait bien que les messages contradictoires, ça provoque des effets de panique. Aller dans le CTE, tout en sachant que dans le CTE, on courait un maximum de risques d'être contaminé par des patients, enfin dans certains, pas dans tous naturellement, et pas à tous les moments. Mais bon, c'est le genre d'exemple que je cite. Moi, je ne suis pas allé sur le terrain, ce sont des choses qui m'ont été rapportées, que je retiens des discussions que j'ai eues avec des gens qui en revenaient, notamment plusieurs médecins, qui disaient « Moi, jamais je n'aurais mis les pieds dans un CTE. C'est quand même un aveu terrible. Ils ne diraient pas ça d'un hôpital du coin. Il le disait d'un CTE. Donc là, bon, bref, quoi, c'est clair. Et puis juste une petite remarque sur le côté les virus n'ont pas de frontières, cette espèce de mantra qu'on répète sans arrêt. D'ailleurs, je crois qu'il est sur la première page ou la deuxième page, mais c'est pas vrai. Les virus ont des frontières, ils ont les frontières de la géographie des déplacements humains. D'ailleurs, si on regarde, il y a les 3 pays de la Mano River, et puis il y a un cas au Sénégal, quelques cas au Mali, et rien en Côte d'Ivoire. Donc tous les pays limitrophes ont été soit épargnés, soit ont pu contenir immédiatement la diffusion de l'épidémie par le contrôle des individus qui étaient affectés. Donc on devrait se défaire de ce genre de clichés parce que ça n'aide pas. Comme le virus est quand même l'avenir immédiat, enfin on est sûr qu'on va avoir toutes sortes d'épidémies virales, c'est l'avenir de la santé publique, l'avenir immédiat de la santé publique, enfin une des modalités, il ne faut pas tout ramener à ça. Autant sortir de ces phrases toutes faites, de ces clichés, et voir qu'un géographe est beaucoup plus utile qu'un juriste qui va vous donner le tracé des frontières, un géographe qui suit les mouvements des populations, ou un sociologue, il est bien plus utile pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans ce genre de situation que d'autres disciplines. Mais c'était juste une... Bonsoir, je m'appelle le même âge qu'Olivier, et comme lui, je ne suis pas allé sur le terrain. Et je voudrais faire vraiment une remarque à ce propos. Il n'y a rien de plus quotidien dans l'exercice médical que quand on s'occupe d'un malade, d'avoir à discuter avec des médecins qui ne s'en occupent pas, et d'ailleurs de leur présenter le cas, de s'exposer à leurs remarques parfois assez cruelles. C'est la vie professionnelle médicale, c'est tout à fait ça. Donc il n'y a pas dans un camp les médecins qui voient le malade et ceux qui ne l'ont pas vu. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un fonctionnement collectif et qui a bien amélioré le caractère scientifique de la pratique médicale. Parce qu'avant, c'était des histoires de chasse, comme on disait, de grands patrons que personne ne pouvait contredire. Avant que les médecins qui ne sont pas toujours là puissent aussi
avoir le droit de discuter des situations médicales. Maintenant, moi, la première remarque que je voudrais faire, c'est que il me semble que quand on a comme ça un phénomène inédit, et vous l'avez dit assez tôt, je ne vois pas comment on peut réussir du premier coup à bien le prendre en charge. Ça me paraît être confronté la première fois à quelque chose d'assez meurtrier, de très effrayant. On a eu le loisir de le rappeler ce soir. Et encore une fois, d'y être confronté la première fois et de réussir, ça me paraît hautement improbable. Donc la discussion se décale forcément un peu sur quels sont les points sur lesquels on a pu identifier cette trompée. Encore une fois, je partage vraiment l'opinion de Ronnie sur le mérite que vous avez d'être là, de vous engager dans l'action, de faire autant que vous pouvez. Mais bon, quand on n'a pas l'expérience et on n'a pas la pratique de quelque chose, enfin, je veux dire, la probabilité de ne pas se tromper, elle est infiniment petite, quoi. Ça relèverait d'un hasard vraiment bien heureux. Donc on attendrait dans le livre que vous nous disiez ce sur quoi vous êtes trompé, qu'on puisse en profiter. Et quand on lit que sur une question aussi simple que celle de la réhydratation face à un état de choc, on n'arrive pas à saisir. Hein. Tu nous dis que évidemment c'est utile ce soir à la tribune. Maintenant, si on lit le livre, on trouve l'opinion contraire, quoi, de tes collègues qui argumentent que c'est peut-être pas utile de réhydrater un patient en état de choc. Alors pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des circonstances, après tout, la science. Mais à ce moment-là, quand on va tellement à contre-courant des connaissances établies, on doit le justifier, sérieusement. On a le droit de le faire, mais on doit le justifier sérieusement. Et là, dans le cas qui vous occupe, c'est pas vous allez à la fois contre et sans le justifier sérieusement, en donnant des justifications. Il y a une note dans le livre où on dit, selon Armand Sprecher, un jour on a arrêté les perfusions pour une raison de grève dans le centre et on n'a pas constaté plus de morts pour autant. Alors, écoutez, ça c'est pas sérieux entre médecins. Aller contre une connaissance médicale aussi fondamentale que la réhydratation en cas de choc avec une note de bas de page de cette nature, c'est une légèreté qui m'a choqué. Juste pour répondre. Non, je pense que c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Le patient sévèrement déshydraté ou en choc septique doit être hydraté. Ça, non. Le problème que j'ai avec cette réflexion-là, c'est de savoir un peu plus loin que ça. C'est combien de litres? C'est quoi qu'il faut faire? C'est ça Et parce qu'au fait, tu te retrouves avec, on va dire, 10 malades, avec des patients, on va dire, qui ont des états de déshydratation complètement variés. Comment est-ce qu'on va faire pour aider les gens sur le terrain, les praticiens, à donner un guide de conduite? On a dit, bon, on fait des guidelines, des protocoles, ok, réhydratation IV, tout ça c'est marqué dedans. C'est ce qu'on fait dans le choléra. Hein. Non, mais oui, mais là, il y a quand même... On voit des patients différemment déshydratés et on adopte la réhydratation à leur état. Hein. Avec des ionogrammes, avec un matériel de monitoring adapté. Non, pas pour le choléra, mais dans le cas d'Ebola, en principe, c'est ça qu'il faudrait faire. Donc le problème, il est là. Le problème, c'est ça que... Et c'est ça qui est parfois... que je t'entends, hein, je ne veux pas du tout que vous sortiez de la pièce en disant « Oh là là, il pense qu'il faut remettre en cause la réhydratation IV. » C'est pas ça, hein, le débat n'est pas là. Le débat est de savoir, c'est quand tu dois le faire, comment, combien, avec quelle précision tu veux le faire, tu rajoutes du potassium, du sodium, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un patient Ebola et c'est pas un patient choléra. Et parfois, je comprends la similitude, hein, c'est pas ça. Mais j'entends parfois,
c'est un peu des, c'est pas des shortcuts, mais je veux dire, c'est qu'on essaie de mettre deux maladies en une quelque part. Et je pense que pour moi, c'est quand même vachement différent. Le taux de réplication virale est hallucinant, quoi. Tu peux avoir 1 milliard de particules virales au niveau Ebola. Tu peux le voir d'un jour ou d'une heure qui switch sur un autre état. Donc, c'est comment est-ce qu'on veut essayer d'aider les praticiens. Alors on peut leur dire, hydratez-les. Et chacun essaye de mettre... Et en fait, finalement, ce qu'on remarque, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Dans certains centres, certains médecins, certains infirmières ont pris plus de risques en disant non, moi je veux absolument hydrater même 6 litres, même 10 litres. D'autres disent non, moi j'ai peut-être la peur, peut-être l'obéissance trop dogmatique par rapport au protocole. Tout ça, ça a joué en disant non, je ne vais pas le faire. Mais donc, la question, pour moi, le débat n'est pas là, quelque part. Pour moi, le débat, c'est de savoir, c'est avec des ressources X, Y, Z, comment aider les praticiens sur le terrain à apporter une aide efficace. Et ça, c'est pas évident quand tu te bases uniquement sur ce problème-là. C'est pas si facile. On peut se limiter à juste dire hydrater, quoi. Ça, je pense que tout le monde a raison. Moi, c'est Emmanuel Bouche. Bon, j'étais sur le terrain avec MSF Belgique en septembre 2014 à Monrovia. Et effectivement, je reviens un peu sur ce qui a été dit. Vu effectivement les ressources humaines, les compétences médicales et logistiques, avec le recul, effectivement, je trouve que c'est toujours difficile d'envisager d'avoir fait des soins intensifs, sachant qu'effectivement, à cette époque-là, en été 2014, au moment du pic, le centre des Lois 3 ouvrait les portes à 8h, 8h30 le matin. À 9h30, les portes étaient déjà fermées. On était obligé de refuser les patients parce qu'on n'avait pas suffisamment effectivement de capacité pour les prendre tous en charge. Mais le centre prenait déjà 150 ou 180 lits. Donc dans ce contexte-là, effectivement, aller effectivement plus loin dans la prise en charge des patients, effectivement, ça pose beaucoup de questions. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on n'avait pas l'ambition d'épuiser le sujet en 1h30 à 2 heures de discussion, évidemment. La discussion nous est vraiment donnée par ce bouquin, en tout cas l'occasion de discuter. Et MSF Belgique met à plat tout un tas de registres de justification des choix qui ont été faits. Je pense que pour ça, le travail est extrêmement informatif et intéressant. Il faudra peut-être qu'on reprenne cette discussion plus largement, sur plus de temps, dans quelques mois par exemple, pour aller chercher des leçons un peu plus spécifiques sur la question de la prise en charge, sur la question du rapport, ce qu'on appelle les fameuses communautés, l'utilisation d'anthropologie par exemple, qui est un sujet dont on n'a pas du tout parlé ici, mais qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on en attend, comment on l'a utilisé, la question des vaccins qu'on n'a pas non plus abordé du tout, évidemment. Tout un tas de sujets qui devraient, j'espère, nous conduire à renouveler des discussions sous d'autres formats. Bon, en tout cas, je voulais profondément remercier Bertrand d'être venu, Olivier, Thierry et Michel pour avoir animé cette discussion. Vous pourrez retrouver en vidéo incessamment sous peu, en tout cas j'espère assez vite. Et puis vous inviter à nous joindre à nous pour le pôle juste derrière. Merci beaucoup à tout le monde.